Antoine Basbous nous rejoint. Bonsoir Antoine Basbous, merci d'être avec nous. Vous nous rejoignez parce que vous êtes, entre autres dimensions professionnelles, le fondateur et le directeur de l'Observatoire des pays arabes. Donc vous êtes un de ceux qui connaît très bien la région, comme Rime d'ailleurs. Cessez le feu, est-ce un impératif aujourd'hui, d'une certaine manière un impératif moral et un impératif stratégique, quand on est un pays occidental par exemple, d'exiger un cessez-le-feu? D'abord, voyons les faits. Emmanuel Macron l'a fait. Il a en partie rétropédalé, mais pas complètement. Il est désavoué par beaucoup de ses partenaires aujourd'hui, y compris en Europe. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors qu'a dit précisément le président de la République? D'abord le contexte. Ces propos ont été tenus lors d'un entretien accordé à la BBC au Palais de l'Élysée, donc en langue anglaise. Emmanuel Macron condamne sans détour les attaques du Hamas, mais ce qui retient l'attention, c'est bien son appel à un cessez-le-feu. Écoutez. Today, civilians are bombed. De facto, these babies, these ladies, these old people are bombed and killed. So there is no reason for that and no legitimacy. So we do urge Israel to stop. I think this is the only solution we have, this ceasefire. Because it's impossible to explain we want to fight against terrorism by killing innocent people. Vous avez bien entendu, Emmanuel Macron ne parle ni de pause ni de trêve humanitaire. Il rejoint ceux qui, comme la plupart des pays arabes, réclament un cessez-le-feu. Aussitôt la colère monte en Israël. Écoutez Benyamin Netanyahou, puis son ministre de la Défense, Yoav Gallant. הוא טעה טעות קשה. היא גם טעות עובדתית וגם טעות מוסרית. מי שמונע את ההתפנות של האזרחים זה לא ישראל, זה חמאס. ישראל אומרת להם לצאת. מי שירה על אזורי החצייה, המעבר, המסדרון הבטוח, זה לא ישראל, זה החמאס. ולכן האחריות שצריך להפנות לגבי פגיעה באזרחים זה לא על ישראל, זה על החמאס. מאיפה עוז הרוח הזה להטיף לנו מוסר בעיצומה של לחימה? 1,500 חיילים, אזרחים, נשים וילדים נחטפו או נהרגו בקרבות. זה קרה רק לפני חודש. כולם ראו את המראות. אני רוצה להגיד לאותם מנהיגים אירופאים שמעבירים עלינו ביקורת. מדינת ישראל ועם ישראל בשנת 2023 איננו נמצא בשנת 1943. יש לנו את היכולת ואת החובה להגן על עצמנו בכוחות עצמנו, וזה מה שאנחנו נעשה. Emmanuel Macron a-t-il rétropédalé? En tout cas, il décroche son téléphone et appelle le président israélien pour s'expliquer, pour préciser ses propos. Écoutez Isaac Herzog au micro de Darius Rochevin. I've spoken to President Macron today, a very frank and honest discussion, where he made it clear, of course, that he did not intend to say that Israel intentionally wants to, God forbid, kill any of those civilians. But we understood that one thing is the humanitarian challenge, we agree on that, and the other, we must fight Hamas. And President Macron reiterated our right for self-defense. Donc pour être clair, Emmanuel Macron visiblement a ajouté quelques phrases qui manquaient peut-être à sa déclaration, le droit d'Israël à se défendre. C'est sur la méthode visiblement qu'il a surtout réclamé un cessez-le-feu, mais il a maintenu sa position. Mais cette idée est contestée, a été contestée dans les heures qui suivent, pas sur le continent européen lui-même. Oui, la Grande-Bretagne rappelle les précédents des civils pris dans la guerre par la voix de son secrétaire d'État à la Défense. Lorsque la Grande-Bretagne a bombardé Dresde en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, 35 000 personnes ont perdu la vie. Des gens meurent à la guerre. Mais le plus frappant, c'est que dans le couple franco-allemand lui-même, le désaccord se manifeste. Écoutez Olaf Scholz. Aber ich gebe gerne zu, dass ich die Forderung, die einige aufstellen nach einem sofortigen Waffenstillstand oder einer langen Pause, was ja quasi das Gleiche ist, nicht richtig finde, weil das ja letztendlich bedeutet, dass Israel die Hamas sich erholen lassen soll und wieder neue Raketen anschaffen lassen soll, damit die dann wieder schießen können. Das wird man nicht akzeptieren können. Enfin, bien entendu, les États-Unis, lui, sont aussi hostiles.
lorsque l'on interroge Joe Biden sur la probabilité d'un cessez-le-feu, il répond tout simplement aucune. Merci Lucille. Voilà, il faut rappeler que les pays arabo-musulmans, perso, turco, réunis donc à Riyad, on l'a dit, demandent, eux, évidemment, un cessez-le-feu. Antoine Bazbous, la France a-t-elle raison de demander un cessez-le-feu? Je pense que les opinions publiques sont sensibles à ce qui vient de se passer, à ce qui se passe tous les jours, aux bombardements, aux images que nous voyons, et que c'est insoutenable. Alors, cessez-le-feu, oui, d'autant plus qu'il y a des négociations qui se passent au Qatar entre le patron du Mossad, le patron de la CIA et les dirigeants du Hamas. Et donc, cela annonce un cessez-le-feu parce que les échanges de prisonniers exigent un certain cessez-le-feu. Donc pour Donc, vous, on y va vers le cessez-le-feu. Je pense que c'est indispensable parce que ces négociations, si elles sont couronnées de succès, ne serait-ce que partiellement, parce qu'il s'agit d'abord d'élargir une quarantaine de prisonniers, des femmes, des enfants, de l'autre côté des prisonniers palestiniens dans les geôles d'Israël, et du coup, en même temps, pour faire cet échange, il y a un cessez-le-feu et c'est exigé. Alors, le premier argument, il y a 2 ou 3 arguments, et notamment du côté d'Israël, mais aussi on les a entendus du côté de Londres ou du côté de Berlin, sur l'idée que ce cessez-le-feu est hors de propos. Le premier, c'est le droit d'Israël à se défendre après cette attaque terroriste qui, c'est vrai, est d'une dimension qu'on n'avait pas vue depuis... et surtout d'une nature, je veux dire, dans sa nature, il y a quelque chose de différent. Cibler des vieilles dames, des bébés, et j'en passe. Bon, la réplique a été la colère et la vengeance. Ce que je vois, ce que j'ai vu tout à l'heure avant de rentrer sur le plateau, c'est qu'il y a des bulldozers qui détruisaient des bâtiments vides à Gaza. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de bâti pour accueillir demain ou après-demain ou dans un mois ou dans un an les Palestiniens. On les pousse, comme Israël l'a dit dès le 8 octobre, ils veulent les pousser vers le Sinaï, vers l'Égypte. Gaza, c'est le châtiment. Israël dit on ne fait pas du tout ça. Israël dément vouloir sortir, entre guillemets, des Palestiniens de la bande de Gaza. Ils l'ont décrété le 8 octobre. Et y compris à la Maison-Blanche, ils ont dit la même chose. Puis quand Mais qui acceptera, pardon, l'Égypte, comme vous le dites, n'acceptera pas. La Jordanie, qui a déjà 2 tiers de sa population qui est issue des réfugiés de 48, n'en voudra pas non plus. Justement, l'Égypte a dit niet, il n'en est pas question. C'est à ce moment-là que la Maison-Blanche a reculé et qu'Israël, en tout cas, même si Israël ne dit plus je vais les pousser, je vais les chasser de Gaza, tout est fait pour les pousser vers Gaza Sud, vers Rafah. Et puis, une fois à la frontière, avec cette pression démographique, la frontière va céder. Il ne peut pas y avoir d'autres solutions. Il est peut-être un peu tôt pour trancher, mais Antoine, sur le droit d'Israël à se défendre, est-ce que vous le reconnaissez ou pas? Évidemment. Israël a tous les moyens de se défendre. Déjà, le 6 octobre, le 7 octobre, de bien se défendre. Israël a mis des milliards pour construire ce mur qui la sépare de Gaza, avec les capteurs, les fusils, les mitrailleuses automatiques, les radars, tout ça. Israël a le droit de le défendre, bien sûr. Mais comme ils ont échoué, ils se vengent aujourd'hui. C'est pas une défense, c'est une vengeance, c'est ce que vous dites. C'est ce que je pense. Et d'ailleurs, l'hôpital Al-Shifa à Gaza, bon, il y a des tunnels, peut-être, mais les tunnels, ils ont d'autres sorties. Pourquoi ils ne rentrent pas, ils n'attaquent pas les autres sorties du tunnel? On dit qu'il y a entre 500 et 700 kilomètres de tunnels sous Gaza. Pourquoi fixer le centre de l'hôpital Parce que ce serait le quartier général, c'est ce que dit... oui, mais le quartier général, il y a plusieurs voies qui amènent au quartier général. Pourquoi détruire l'hôpital au nom de la destruction du quartier général? Il y a des questions qu'on ne doit pas jouer, on ne doit pas subir l'intoxication des uns et des autres. Christine, vous devez nous quitter dans quelques minutes, dans 1 minute. Donc, faut-il exiger, moralement, stratégiquement, la France a-t-elle raison d'exiger un cessez-le-feu? Il faut exiger un cessez-le-feu tout en sachant qu'Israël ne va pas l'accepter. On est là aussi dans un jeu sémantique.
Donc les Américains parlent de pause et non pas de cessez-le-feu. Donc une pause qui permettrait, qui ferait partie des négociations en cours pour la libération de quelques otages, et surtout des otages américains, parce que là aussi, la nationalité joue dans le choix des otages qui seraient éventuellement libérés. Mais c'est encore une fois de la parole, mais la diplomatie, c'est de la parole. Donc oui, il y a des pays qui exigent un cessez-le-feu, et les mêmes pays, à commencer, j'imagine, que le président de la République, sait pertinemment qu'Israël ne va pas accepter un cessez-le-feu parce qu'Israël veut faire la guerre. Grant Shapps, le ministre britannique de la Défense sous Olaf Scholz, le chancelier allemand, ils ne disent pas il faut le demander même si Israël n'acceptera pas. Ce n'est pas les raisons pour lesquelles ils demandent un cessez-le-feu, parce qu'ils estiment qu'ils réfutent l'idée d'un cessez-le-feu, non pas parce qu'ils pensent qu'Israël n'acceptera pas, ils la réfutent parce que, disent-ils, Israël doit poursuivre son offensive. Oui, mais il faut tout faire pour anéantir le L'Allemagne, pour toutes les raisons que l'on sait, ne peut pas se défausser par rapport à Israël. Donc ce n'est pas l'Allemagne qui aura le moindre mot de décalage par rapport à la position officielle israélienne. Mais qui a raison sur le fond, l'Allemagne ou la France ? La France a raison de demander un cessez-le-feu, bien évidemment, mais encore une fois, on peut être dans les principes, et c'est ce que fait le président de la République. Il faut quand même remarquer que dans la position, la position publique d'Emmanuel Macron, en 4 semaines, il y a eu, sinon une évolution, en tout cas un mouvement de balancier. Et donc, mais là encore, la diplomatie est une chose et la guerre, voilà, hélas, en est une autre. Souvenons-nous, mais c'est un autre débat et on ne va pas l'aborder ici, qu'Emmanuel Macron, il y a quelque temps, demandait une coalition, à l'image de ce qui a été fait contre Daesh ou contre Al-Qaïda, une coalition de pays pour lutter contre le Hamas. On en est loin. Qui a raison sur le fond ? Je crois qu'on ne fait pas assez attention aux mots. Le président de la République française dit il faut une pause et il faut travailler à un cessez-le-feu. Et M. Olaf Scholz dit un cessez-le-feu immédiat. Ce n'est pas du tout la même chose. Ah non, Scholz dit pas de cessez-le-feu. Oui, non, il dit je pense que la seule solution... Il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu immédiat. Dominique, mais le président de la République n'a pas dit qu'il y avait un cessez-le-feu immédiat. Je pense que la seule solution que nous ayons, c'est un cessez-le-feu. Parce qu'il est impossible d'expliquer, nous voulons lutter contre le terrorisme en tuant des innocents. Oui, il le dit quand même. Mais dans la déclaration précédente, il a dit il faut que nous travaillions à un cessez-le-feu. Il a évolué. Donc je pense, je pense qu'il y a une chronologie. Il y a une chronologie là-dedans. De même que, pardonnez-moi, vous revenez sur la coalition. Je reviens toujours sur ce sujet-là. La coalition, il n'a jamais été question de mobiliser des troupes pour combattre dans une coalition. Il a été question d'échanger du renseignement pour travailler sur le Hamas, le Hezbollah, le Daesh, etc., qui ont des canaux de communication. Donc je pense que, si vous voulez, il faut travailler à un cessez-le-feu dans la durée. Quand ? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, il y a une pause, enfin il y a des pauses, pardon. Il y a des pauses quotidiennes, etc., qui servent, je le répète toujours, ça fait partie de l'opération. Hein. Les pauses, ça a une utilité militaire. C'est fait pour faire sortir des civils des zones de combat, de façon à pouvoir avoir plus de champs libres pour travailler. Juste un mot sur les immeubles cassés qui sont détruits. Pardonnez-moi, en zone de combat, un immeuble qui est vide peut être occupé le lendemain et c'est un piège pour les soldats. Et donc on le détruit. On ne discute pas, on le détruit parce que sinon, il y aura des snipers le lendemain ou le jour d'après. Rime et Vincent, sur le fond, c'est-à-dire d'un point de vue moral et d'un point de vue stratégique, un cessez-le-feu est-il une nécessité aujourd'hui ? Mais vous savez, la France, c'est la France. Elle a une responsabilité quand il s'agit du droit international qui est particulière. Donc aujourd'hui, quand le président de la République dit on est à un moment où il y a des civils qui sont tués, d'ailleurs, en l'occurrence, il n'a jamais dit qu'Israël tuait délibérément les civils palestiniens, et c'est ce que le président israélien Herzog a dit qu'il avait dit. Le président Macron n'a jamais dit qu'Israël tuait délibérément des civils palestiniens à Gaza. Il a dit, aujourd'hui, des civils sont tués à Gaza, ce qui est factuel. Donc il faut aussi prendre avec un peu de recul ce que le président israélien a déclaré, que le président français lui a dit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement... Mais est-ce que vous, comme analyste, vous, Rime Momtaz, vous dites aujourd'hui, oui, la morale,
la morale et le sens stratégique exige-t-il qu'on demande un cessez-le-feu? Exige-t-il qu'Israël respecte un cessez-le-feu? Vous savez, je ne pense pas que la morale doit figurer dans nos analyses. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est qu'on a déjà vu ça 4 fois. 4 fois, il y a eu des guerres entre Israël et Gaza. Évidemment que les 4 précédentes fois, il n'y avait pas eu cette attaque horrible du Hamas contre des civils israéliens. Mais à chaque fois, ça se terminait par un cessez-le-feu, par une certaine négociation. Aujourd'hui, je suis frappée par une chose. Le ministre des Affaires étrangères israélien a déclaré qu'ils ont encore 2 à 3 semaines avant que la pression internationale ne devienne trop grande pour négocier un cessez-le-feu. Le président de la République française, avec la responsabilité que la France a dans son rôle particulier dans le monde, aujourd'hui prend la posture de dire il faut une trêve humanitaire, d'ailleurs que les Américains avaient annoncé. Israël est supposé faire une trêve humanitaire quotidienne de 4 heures pour permettre aux civils de sortir, et il faut travailler au cessez-le-feu. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a encore des otages donc israéliens, mais aussi des binationaux, et les négociations pour leur libération sont en cours. Donc ce que le président de la République française est en train de dire publiquement et joue sur plusieurs niveaux, parce qu'il joue le rôle de la France aujourd'hui à l'international. Je crois comprendre entre les lignes, parce que je cherche ma réponse, que vous êtes plutôt favorable à l'idée d'un cessez-le-feu. Au fond, ça nous renvoie, est-ce qu'on assiste en ce moment à une punition collective, à une réponse militaire disproportionnée, même si on l'a vu dans la moitié nord de la bande de Gaza, à Gazaville, les bombardements sont sinon suspendus, du moins considérablement allégés. Voilà. Mais sans rentrer dans... Enfin, pardon, mais vous posez une question binaire pour une situation qui n'est pas binaire. Aujourd'hui, bien sûr... On peut nuancer la réponse. Oui, mais donc c'est ce que j'essaye de faire. Je suis plutôt Scholz ou je suis plutôt Macron. Mais c'est ce que j'essaye de faire. Alors, premièrement, juste pour revenir sur la déclaration du secrétaire d'État britannique qui parle de Dresde, alors que Dresde, c'est avant tout le droit international qu'on a mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un peu, mal informé de le dire, parce que comment est-ce que l'Occident va continuer à défendre le droit international, spécialement quand la Russie est encore en train de faire la guerre en Ukraine, sans le défendre dans d'autres endroits. Je crois comprendre que vous êtes plutôt favorable. Mais juste sur la question du cessez-le-feu, évidemment qu'Israël doit pouvoir affaiblir d'une manière durable militairement le Hamas. Le président de la République, d'ailleurs, l'a répété dans cette même interview. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi travailler à un cessez-le-feu dans la durée? Personne ne parle d'un cessez-le-feu aujourd'hui, d'arrêter les armes aujourd'hui. Mais évidemment que c'est l'endroit où on doit tous aller à un moment. Oui, à un moment. Mais Emmanuel Macron le demande maintenant, encore une fois. La seule solution que nous ayons, c'est un cessez-le-feu. Il est impossible d'expliquer nous voulons lutter contre le terrorisme en tuant des innocents. Vincent. Écoutez, moi je reconnais pour le coup le mérite d'Emmanuel Macron qui est de s'être affranchi de toutes ces acrobaties lexicales, trêve, non, pause, etc. Disons les choses clairement. Pour établir des canaux solides et durables de secours humanitaire à ceux qui en ont besoin, il faut effectivement quelque chose qui s'appelle un cessez-le-feu. Deuxièmement... Un cessez-le-feu aujourd'hui? Autrement dit, cette riposte israélienne est-elle une punition collective? Est-elle disproportionnée? C'est aujourd'hui qu'il faut porter secours à des dizaines de milliers de civils palestiniens dont le seul tort est d'être nés au mauvais endroit au mauvais moment. C'est pas dans 2 mois. Donc oui, alors ça peut être une question de jours, mais certainement pas de semaines. Deuxièmement, n'oublions pas que Emmanuel Macron est le chef de l'État français et que la France compte la plus grande communauté juive d'Europe et des millions de musulmans. Il y a toujours derrière ça la hantise de l'importation, comme on dit, d'un conflit dans l'Hexagone. Et puis troisièmement, vous parlez de morale. Eh bien, parlons de morale. Moi, quand j'entends Benyamin Netanyahou accuser Macron de commettre là une erreur factuelle et morale, je me dis qu'en dans des circonstances moins tragiques, ce serait risible. Car s'il y a quelqu'un qui a piétiné la morale publique dans son propre pays, c'est bien Benyamin Netanyahou. Et s'il n'avait pas muselé la justice de son pays, en tout cas il tente de le faire, s'il ne bénéficiait pas de l'immunité que lui vaut sa fonction d'aujourd'hui, il serait sans doute en train de purger une peine de prison pour corruption. Donc quand j'entends Netanyahou invoquer la morale, je souris. Antoine, l'autre argument d'Israël, c'est de dire c'est le Hamas qui aujourd'hui est de fait responsable de la plupart des morts civiles. À vrai dire, le président Macron a réagi ainsi après la conférence humanitaire qu'il a réunie à l'Élysée. Donc il a pris le pouls Je sens que vous n'allez pas répondre à ma question non plus. De la colère qu'il voit monter dans les pays arabes. Il y a eu 50 années d'efforts de pacification, de normalisation entre Israël et une dizaine de pays arabes. Avec la poursuite de cette violence à Gaza, eh bien, ces 50 années
risque d'être détruit définitivement. Donc il faut Ça, c'est la comprendre... raison stratégique. Oui, il faut comprendre que l'opinion publique arabe ne peut plus supporter davantage de massacres à Gaza. Donc, il faut faire quelque chose pour sauver. Mais attendez, même ce si, qui s'est passé... Et là, je reprends les mots de Benyamin Netanyahou, même si Benyamin Netanyahou, et on a vu qu'il y avait des raisons de croire que, évidemment, on ne va pas dire c'est le Hamas qui est responsable à lui seul des morts civiles, mais que le Hamas joue la politique du pire? Non, le Hamas a commis quelque chose de grave, de très grave, quelque chose de condamnable le 7 octobre. Mais la réplique israélienne, un État de droit, est encore 100 fois, 1000 fois. Le Hamas n'a pas d'avion, n'a pas de missiles. Missiles, j'entends, d'une tonne. Là, Israël est en train de détruire Gaza. C'est ça la réalité. Tous les jours, et en confondant les Gazaouis avec le Hamas. Au nom de cette confusion, Gaza est en train d'être une terre brûlée. Donc ça, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut négocier, il faut trouver des solutions. Si Israël sortait les otages, si Israël détruisait le QG du Hamas sans détruire les hôpitaux, sans s'en prendre aux hôpitaux, il y a, je crois, dans les 500 km de souterrains, de tunnels à Gaza, il faut aller ailleurs qu'en tapant l'hôpital à Shifa, le plus grand de Gaza. Sur les 500 km, il faut qu'il trouve quand même une issue, une sortie, une rentrée pour aller chercher le QG de Mohamed Daif et de Sinwar. Je rappelle que jusqu'à maintenant, il n'a pas frappé l'hôpital. Il n'a pas frappé que l'hôpital. Regardez les destructions. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus d'ambulances. Il faut être précis dans les termes et ne pas dire qu'Israël est en train de bombarder l'hôpital. C'est faux. Regardez les traces sur le bâtiment. Tout est détruit autour, mais l'hôpital n'est pas bombardé. Mais s'il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus d'oxygène, plus de médicaments... Mais ce n'est pas la même chose que dire qu'on bombarde l'hôpital. Mais les gens qui sont dedans, comment ils peuvent respirer, comment ils peuvent boire, comment ils peuvent être soignés? Mais ne dites pas qu'on bombarde l'hôpital, c'est faux. Regardez les photos. Non, j'ai regardé les photos. Il n'y a pas de bombardement de l'hôpital. Et à combien de mètres de l'hôpital? On a vu Mais attendez, c'est comme le parking qui a été bombardé la dernière fois. D'un seul coup, on a dit l'hôpital a été attaqué. Non, c'était une roquette qui était tombée sur un parking à côté. Alors il faut être précis dans les mots qu'on emploie. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas une détresse, qu'il n'y a pas une difficulté et que, évidemment, l'eau n'arrive pas, qu'il n'y a pas de carburant. Mais on ne peut pas dire Israël bombarde l'hôpital. Pardonnez-moi, c'est faux. Bon, je pense que... Vous serez d'accord sur le fait que les civils vivent un calvaire, mais qu'il n'y a pas eu de bombardement à proprement parler. Mais l'hôpital n'est plus un hôpital, puisqu'il ne peut plus donner les services qu'on attend d'un hôpital. L'eau, le médicament, l'oxygène, l'électricité. Les médecins ont fui. Donc c'est un mouroir, c'est plus un hôpital. Bon. Voilà. Et Israël dit qu'il cerne l'hôpital, et on voit des cratères, des bombes devant l'hôpital, là où il y a des tentes. Regardez devant l'hôpital, vous avez des tentes... qui sont dressés et il y a des cratères au milieu de ces tentes. Merci, avocat.